à toutes et à tous. À la une de cette édition, renforcement de la sécurité routière sur l'axe routier Cotonou à Baume-et-Calavi. Des portiques de limitation de roues installés à l'entrée de l'échangeur de Godomain. Le dispositif est composé d'une ronge de l'acte censé effleurer les véhicules trop hauts. Après les 100 premiers jours à la tête de la commune de Boïcon, l'équipe communale concentre son bilan sur l'assainissement, le transport et la planification financière. Ferdinand Bokossayaou était face à la population pour présenter les grands axes de sa gouvernance locale. Et puis, signature d'accord entre l'UNICEF et le groupe OFMAS. C'est un partenariat qui vise à prévenir le travail des enfants, notamment sur les chantiers et dans les chaînes de sous-traitance. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. Restez avec nous pour la suite. Sécurité routière au Bénin avec l'installation des portiques de limitation de gabarit au niveau de l'échangeur de Godomain. Ce dispositif de prévention routière encadre désormais les entrées et les sorties de l'échangeur. Une barrière physique et visuelle pour décourager les gros porteurs et autres autocars trop ambitieux. Ulrich Gab. L'échangeur de Godomain, point de passage névralgique pour des milliers de conducteurs entre Cotonou à Baume-et-Calavi et Ouidah, renforce son dispositif de prévention routière. Depuis ce dimanche 19 juillet 2026, les usagers de cet axe routier ont découvert un nouveau dispositif de sécurité. Le gouvernement a dit que l'accident et faut passer au camion le pot 10 d'Aga. Mais bien dit que si. Le fait qu'ils ont installé ce portif-là, c'est bien. Parce que sans ça, on n'est pas en sécurité. Parce que les camions chassent hors bagarre et ils traversent l'échangeur. Des portiques de limitation de gabarit encadrent désormais les entrées et sorties de l'infrastructure. Un signal physique pour alerter immédiatement les conducteurs dont le véhicule flirte avec la limite autorisée. Ces portiques mesurent ou bien limitent plutôt le chargement en matière de hauteur des véhicules de transport de marchandises. Dans la CEDEAO, dans l'UEMOA, il y a une convention 14 qui a limité la hauteur maximale à 4,5 mètres au plus pour les véhicules de transport de marchandises. Alors, tout véhicule de transport de marchandises qui respecte ces normes peut librement circuler. Même les bus peuvent librement circuler. Le suivi est très important parce que c'est à de grands frais qu'on les installe. Plusieurs portiques ont été heurtés violemment comme ça de nuit et de matin on a retrouvé les barres de fer par terre. Mais dès les temps nous babna henblé. Mais de henblé on sent de fin bo et na assassin do meilleur et na assassin do meilleur bo. Mais na blodo ya. Ou bien sous à Hodo à Hosuba même na moto blo aliodo ya. Parce que dans la nuit il y a des camions qui courent ils sont en train de dormir au volant jusqu'à ils vont aller coller les portifs vraiment. Donc ça crée des dégâts. La ligne rouge est désormais matérialisée, mais les autorités doivent veiller à ce que l'entrée dans la ville d'Abomey-Calavi via Godomain soit également pourvue de portiques limitatifs de hauteur pour éviter que le contrevenant têtu ne profite de cette faille pour s'engouffrer dans la spirale de l'échangeur afin de contourner le dispositif mis en place. Cette faille, bien que risquée pour les gros porteurs avec chargement hors gabarit, pourrait devenir une source de risque. Le Bénin et le Nigeria interceptent des contrebandiers lors d'une opération douanière fondée sur le renseignement géospatial. C'est une première qui ouvre une nouvelle ère dans la lutte contre la fraude transfrontalière dans les deux pays. L'opération s'est déroulée du 6 au 8 juillet 2026. Virgile Ahodéon pour les détails. Le renseignement géospatial intègre désormais et de façon irréversible les techniques de lutte contre la fraude transfrontalière en Afrique. L'opération Géocontrôle, organisée pour la première fois sur le continent, en est l'illustration vivante. Pendant 3 jours, le Bénin et le Nigeria ont expérimenté les outils de renseignement géospatial au cours d'une opération douanière conjointe dont la finalité est de renforcer la surveillance des frontières, d'affiner la détection des activités illicites et d'optimiser les interventions sur le terrain. Les enjeux, c'est pouvoir anticiper parce qu'il faut partir des données concrètes en termes de saisie, en termes de position des administrations, des unités de contrôle, etc.
faire une analyse en amont pour pouvoir déployer de façon efficiente les équipes sur le terrain et rentabiliser également les ressources dont on dispose. Ça rend le contrôle plus efficace. Pour réaliser des performances douanières évidentes, les douanes africaines doivent désormais miser sur l'innovation technologique. C'est d'ailleurs la raison d'être de cette opération qui a mobilisé des drones, des gyrocoptères, des systèmes de cartographie numérique et des outils de renseignement géospatial associés à une analyse avancée des risques. Elle traduit la volonté des deux États de renforcer leur coopération face aux défis liés au trafic transfrontalier. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir en dehors des équipements modernes, notamment les drones et les gyrocoptères, une cohésion interforce qui nous permet d'aller plus loin. Et si nous maintenons cette dynamique en travaillant encore et encore sans désemparer avec la culture de l'intégrité comme valeur cardinale, je crois que le meilleur est à notre portée. Dans un environnement commercial de plus en plus complexe et fondé sur les données et le renseignement, les administrations douanières se doivent d'utiliser des équipements modernes et c'est tout l'enjeu de l'opération Géocontrôle. Bilan des 4 premiers mois de gestion de la commune de Bohican. C'était à l'occasion d'une sortie médiatique organisée par la nouvelle équipe dirigeante de la ville Carrefour. Face à la population, Ferdinand Bokos-Ayaou a présenté les grands axes de sa gouvernance locale, de même que l'initiative des forces vives de Bohican. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon. Une première, la rencontre instaure un espace d'échange et de dialogue avec les citoyens. Après 5 mois à la tête du nouveau conseil communal de la ville Carrefour, le maire Ferdinand Bokos partage ici avec ses administrés les grands axes de son programme de gouvernance locale pour l'autorité. Ce rendez-vous constitue une occasion pour exposer à tous les défis de même que les avancées enregistrées dans différents secteurs, mais aussi recueillir des suggestions. Ce rendez-vous périodique sera un espace d'échange, de dialogue, de transparence et de redevabilité parce que nous sommes convaincus qu'une gouvernance moderne doit être ouverte, participative et proche des citoyens. Alors qu'aujourd'hui, les défis en matière de salubrité restaient encore importants, nous avions souhaité améliorer cette initiative. Les premiers résultats sont déjà perceptibles. Plusieurs quartiers retrouvent progressivement un meilleur cadre de vie. Prévu pour se perpétuer durant tout le mandat, l'initiative est dénommée Le maire face à la presse. À ce premier numéro, le maire de Bohican, en plus de l'assainissement, a évoqué les actions entreprises dans le domaine du transport. Il n'a pas occulté les efforts consentis pour l'organisation d'un séminaire des forces vives de Bohican. En initiant ce séminaire, il se présente aujourd'hui comme les états généraux de la commune de Bohican. Notre objectif est clair. Construire ensemble une vision partagée du développement de notre ville. Nous voulons faire émerger des idées nouvelles, identifier les priorités, définir une feuille de route consensuelle et mobiliser toutes les compétences de la commune au service de Bohican. Les rendez-vous, le maire face à la presse, permettront également de rendre compte périodiquement de la gouvernance de la cité. Chaque édition portera sur un thème et proposera des solutions concrètes pour le développement et le rayonnement de la ville Carrefour. Loin de l'effervescence des campagnes électorales, l'actualité politique connaît une période d'accalmie. Mais dans les rédactions, pas question de rester sans apporter l'information au public. Comment les médias s'adaptent-ils pour continuer à informer et captiver lecteurs, auditeurs et téléspectateurs? Élément de réponse dans ce reportage de Virgile Arroléon. À la faveur de la dernière révision, la trêve politique a été consacrée par la loi fondamentale du Bénin. Destinée à limiter les polémiques et les manipulations de l'opinion dans lesquelles les hommes politiques excellaient par le passé, cette disposition constitutionnelle pourrait bien avoir par collatéralité des conséquences sur le quotidien des médias. Et c'est le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qui, le premier, en donnait déjà le ton à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse le 4 mai dernier. Les moments qui s'annoncent, je lis ça déjà dans certains journaux qui voient venir, avec la trêve politique. Parce que c'est vrai, ce n'était pas une bonne idée, mais nous avons drogué notre public, notre auditoire à la polémique politique.
et politicienne. Désormais, les acteurs politiques qui faisaient fonctionner ce système sont contraints au silence. Quant aux professionnels des médias et autres patrons de presse qui en profitaient, ce pourrait être la période des vaches maigres en raison des sollicitations politiques qui, de fait, se feront de plus en plus rares, même si les effets de la trêve politique ne se font pas encore ressentir au niveau de certaines rédactions. Pour le moment, au niveau de notre quotidien, le matinal, nous ne sentons pas pour le moment les effets de cette trêve politique-là, étant donné qu'on n'a pas de matière en quelque sorte par rapport aux actions posées par le nouveau président de la République. Il n'y a pas matière à peut-être le prendre à défaut sur des éventuels faux pas qu'il aurait posés. Au quotidien Fraternité, la question de la trêve politique n'est pas forcément d'actualité. Mais on l'évoque quand même si c'est avec une certaine désinvolture. Qu'il y ait trêve politique ou pas, c'est un quotidien et les dispositions sont mises en place pour que chaque parution sorte chaque jour. C'est vrai, il faut reconnaître que pendant la période électorale jusqu'à l'investiture, il y a l'actualité politique qui dominait les parutions. Mais en tant que quotidien, on ne peut pas se baser sur l'actualité politique seulement. Il y a par exemple d'autres rubriques, notamment les sujets de société, la culture. Il y a plein d'autres domaines qui peuvent vous faire aussi l'actualité. C'est donc sur la base d'une diversité d'informations que le quotidien Fraternité arrive à nourrir ses lecteurs. À Canal 3 Bénin, juste à côté, on mise plutôt sur les sujets initiés pour combler le vide que pourrait créer la baisse éventuelle des sollicitations politiques. L'école d'été sur l'intelligence artificielle, label du tandem Bénin Excellence Fondation Vallée, est lancé. La cérémonie officielle d'inauguration de cette 6e session d'initiation des jeunes passionnés des nouvelles technologies à la puissance et à la magie de l'intelligence artificielle s'est tenue le lundi dernier dans les locaux de la bibliothèque Bénin Excellence de Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi. Hugues Vigbe et Simon Rolon. À la bibliothèque Bénin Excellence de Godomé, les classes de programmation, machine learning et robotique sont à nouveau ouvertes. L'école d'été sur l'intelligence artificielle accueille ses apprenants pour la 6e année consécutive. Cette initiative a permis de former plus de 1000 jeunes Africains au cours de nos camps d'été, de mettre en place 6 laboratoires d'intelligence artificielle ayant déjà impacté plus de 12 000 jeunes béninois, de ramener l'enseignement de l'intelligence artificielle dans nos collèges et lycées avec le projet d'appui à la promotion de l'intelligence artificielle en milieu scolaire, APIAS. Au terme d'un processus exigeant ayant connu plus de 10 000 candidatures, 190 participants sont retenus pour le compte de cette édition, dont 15 en provenance de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Togo, du Tchad, du Madagascar et de la Centrafrique. Nous avons un jury composé de plus de 60 personnes et chaque candidature est évaluée au moins 2 fois par des personnes différentes. Ensuite, les à peu près 300 à 400 meilleurs sont retenus. Il y a des entretiens oraux et c'est à l'issue de ces entretiens que les lauréats finaux sont choisis. L'initiative de l'ONG Bénin Excellence et de la Fondation Vallée est soutenue par plusieurs partenaires traditionnels que sont l'Agence française de développement et le PNUD. Selon le plan stratégique du PNUD 2026-2029, l'intelligence artificielle et la transformation numérique sont l'un des 3 grands accélérateurs de progrès. L'IA y est positionnée comme un levier transversal incontournable pour atteindre la prospérité, la gouvernance, la résilience et la préservation de la planète. Démarré la semaine écoulée, le EIA 2026 prend fin le 14 août. Je vous l'annonçais en titre, les droits de l'enfant s'invitent au cœur des pratiques des entreprises en République du Bénin. L'UNICEF et le groupe OFMAS ont scellé un partenariat qui vise à prévenir le travail des enfants, notamment sur les chantiers et dans les chaînes de sous-traitance. Les temps forts de cette cérémonie de signature des documents, dont ce reportage de Teddy Goudalo et Elvis Tonouka. Une nouvelle alliance en faveur de la protection des enfants. À travers la signature de ce partenariat, l'UNICEF et le groupe OFMAS
unissent leurs efforts pour faire de la promotion des droits de l'enfant une priorité, notamment dans les secteurs d'activité où les risques de travail des enfants demeurent une préoccupation. Ce mémorandum d'entente est bien plus qu'un document. Il représente un engagement commun à agir ensemble pour améliorer concrètement la vie des enfants, des adolescents et des communautés au Bénin. Notre responsabilité va au-delà de la réalisation d'infrastructures. Construire, c'est aussi contribuer à bâtir des communautés plus sûres, plus inclusives et plus résilientes. Au cœur de ce partenariat, une ambition claire, prévenir le travail des enfants, en particulier sur les chantiers et tout au long des chaînes de sous-traitance. Les deux partenaires entendent également promouvoir des pratiques responsables conformes aux droits fondamentaux des enfants, tout en sensibilisant les différents acteurs impliqués. Nous encouragerons également davantage de jeunes filles à s'intéresser aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques, notamment dans les zones où les obstacles à leur accès aux opportunités éducatives restent importants. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la dynamique portée par le gouvernement du Bénin, qui place le développement du capital humain, la protection sociale, l'amélioration du cadre de vie et le développement durable au cœur de son action. Au-delà des signatures, cet accord ouvre la voie à une collaboration durable entre les deux institutions. Pour l'UNICEF et le groupe OFMAS, protéger les enfants, c'est aussi encourager le secteur privé à intégrer les principes de responsabilité sociale dans ses activités et à contribuer à la construction d'un environnement plus sûr et plus protecteur pour chaque enfant. Le gouvernement poursuit sa politique de proximité avec les populations et dans ce cadre, le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Ngwedi, est allé à la rencontre des citoyens du plateau à Pobé. Entre autres réformes abordées, la gratuité de la scolarité des filles jusqu'en classe de terminale, les soins d'urgence vitale rendus gratuits, les mesures d'accompagnement des producteurs agricoles et les perspectives d'emploi pour les jeunes des 5 communes du plateau, venus nombreux l'écouter. Suivez. À Pobé, sur la terre qu'il a vu grandir, Wilfrid Léandre Ngwedi, face à une population venue massivement l'écouter, a développé les nombreuses mesures sociales du gouvernement en faveur des différentes catégories sociales. Le gouvernement a pris quelques décisions et je suis là pour vous les expliquer et prendre vos questions pour approfondir les explications si nécessaire. La démarche, c'est pour que nous ayons la même compréhension, que personne ne vienne nous dire le contraire de ce qu'on doit comprendre, ou bien ce qu'on a entendu sur les réseaux sociaux qui n'est pas vrai, que personne ne nous fasse croire que c'est ça. En sortant d'ici, chacun sait désormais ce qu'il se fait et chacun sait aussi ce qu'il peut faire en plus pour aider à ce que la ville, le pays se transforme. Des points de vue ont été croisés autour des grands défis du département. Pourquoi ne pas opter pour la gratuité de l'école au niveau des garçons de la 6e en 3e pour que nos jeunes garçons qui désertent l'école et qui s'attachent au Nigeria nous reviennent. Pour Pobé ici, on a des facilités pour faire la contrebande. On nous a demandé de mettre un peu au niveau de la douane pour que cela contribue à la réalisation des projets du gouvernement. Il a parlé également au niveau des agriculteurs, où il a parlé des 4 produits importants qui sont subventionnés, surtout le coton d'abord, et il y a une prime de 10 francs par kilogramme au niveau des producteurs. Et d'autres 3 produits, et là, c'est pour la transformation agroalimentaire. Moi, je suis enseignant du supérieur, je suis un docteur en agronomie, donc je pense que ce domaine, ce secteur est tellement vital. Le ministre n'a pas dit qu'il est pressé. Il a laissé tout le temps. Il est entré dans la population. Il a fait une immersion terrible. Qu'ils reviennent. Et que d'autres ministres aussi du gouvernement reviennent pour s'entretenir avec elle. Ces échanges ouvrent de meilleures perspectives pour l'avenir des 5 communes du plateau.
La communauté internationale a célébré hier 20 juillet la journée mondiale du jeu d'échecs. C'est un jeu né en Inde et qui continue de séduire dans le monde entier. À l'occasion de cette célébration, Brice Deogracias Menaï et Simon Rolonou sont allés à la rencontre d'un club de jeux d'échecs à Cotonou où de jeunes passionnés cultivent des qualités qui dépassent largement le cadre du jeu. Suivez le reportage. Poignée de main avant chaque affrontement, en signe de fair play, la partie peut commencer. Né vers le 6e siècle en Inde, le jeu d'échecs a traversé les époques et les continents pour s'imposer aujourd'hui comme l'un des jeux de stratégie les plus pratiqués au monde. L'objectif est de mater le roi, mais comment on joue? Nous avons les pions qui se déplacent à l'ouverture de 2 cases ou d'une seule case, et pour capturer, ils doivent être face à leur adversaire, mais ils ne peuvent pas capturer dans leur sens de déplacement et capturent en diagonale avant. Mais derrière l'apparente simplicité du matériel se dissimule un jeu d'une redoutable profondeur. Pour ces jeunes joueurs, les échecs sont bien plus qu'un simple passe-temps. Naturellement, je suis passionné du jeu, donc ça fait quasiment 5-6 ans que je joue aux échecs maintenant. Dans la vie réelle aussi, le jeu d'échecs permet de mûrir ses réflexions avant de prendre certaines décisions, mieux se comporter et avoir toujours la mentalité de gagnant, même dans la vie réelle. Réflexion, créativité, sens tactique, autant de qualités que cette discipline permet de cultiver et qui s'avèrent précieuses dans les défis du quotidien. Ce n'est pas juste un jeu, c'est aussi un outil d'apprentissage, mais également un outil d'amélioration des capacités des enfants au niveau scolaire. Et c'est justement pour ça que nous avons intégré le programme échiquier à l'école, dans les écoles ou dans certaines écoles. Ça permet de développer la concentration, la faculté d'anticipation autant au jeu que dans la vie réelle. Et ça permet aussi de pouvoir résoudre des problèmes un peu plus complexes, étant entendu qu'aux échecs, c'est toute une question de stratégie, de combinaison, de tactique. Pour tout le monde, autant pour les enfants, pour les jeunes que pour les adultes, vous pouvez jouer de 7 à 77 ans, même à 80 ans. On a eu des tournois ici où des gens de 70 ans sont venus, ils ont joué. La plupart du temps, les gens le voient comme un jeu très sélectif, très élitiste. Oui, c'est vrai, ça l'est. Mais en même temps, rapprochez-vous des clubs d'échecs. On vous donnera la passion et l'amour du jeu et sans doute une certaine manière de vivre. Sur l'échiquier, chaque coup façonne un joueur plus patient, plus stratège. Une leçon de vie que les joueurs s'approprient partie après partie. Car non seulement les échecs sont le roi des jeux, mais ils demeurent aussi le jeu des rois. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 16h, votre bulletin d'information. À 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien. À demain.